tout le monde a peur d'avoir un enfant mal formé. Hein, et la fécondation in vitro pourrait être l'occasion de tester chacun des embryons produits par un couple et de réserver au transfert dans l'utérus de la mère celui qui a l'air d'être de meilleure qualité, entre guillemets. Donc, dit comme ça, tout le monde répond, mais enfin, personne ne va aller s'embêter à avoir des piqûres, des échographies, des prises de sang, juste pour s'assurer un enfant. Alors, c'est là qu'il y a des choses qui évoluent très fort. Bon, d'abord, je voudrais dire que c'est pas juste, qu'il y a déjà, dans certains pays, et en France, c'est pas autorisé parce que c'est assez contrôlé, le tri des embryons, mais dans certains pays, des gens vont faire une fécondation in vitro pour s'assurer d'avoir une fille ou un garçon, par exemple. Donc on voit bien que quelque chose qui n'est pas en plus une pathologie, ça suscite quand même une demande et que les gens sont assez prêts à subir quelque chose pour avoir l'enfant dont ils ont rêvé. Donc il faut quand même garder ça en tête. Alors pourquoi par la fécondation in vitro ? Parce qu'il existait des techniques, on ne peut pas dire, des actes rudimentaires, violents et méchants et stupides sous le couvert de l'eugénisme, c'est-à-dire la volonté d'améliorer l'espèce, de faire des enfants de qualité. Bon. Ça existait de tout temps, mais ça a pris une tournure médicale, scientifique, au début du XXe siècle. Et à ce moment-là, la technique utilisée, c'était la stérilisation des personnes qu'on jugeait incompétentes pour générer des enfants de qualité. Donc ça s'est fait largement. Hein. Des centaines de milliers de personnes ont été stérilisées dans les pays démocratiques. Ensuite, l'Allemagne nazie, qui est arrivée donc en 1933, a utilisé des méthodes beaucoup plus violentes, qui étaient carrément les chambres à gaz, non pas pour les juifs et les tziganes au départ, mais pour les fous et les sourds surtout, ou les aveugles, enfin des gens qui avaient une tare. Donc on voit que le système insensiblement pouvait glisser. Cet eugénisme-là, après-guerre, il a été très mal vu, bien sûr, parce qu'il y a eu après l'extermination de populations entières. Donc les scientifiques et médecins qui étaient tous eugénistes dans la première moitié du XXe siècle, c'était pas du tout honteux d'être eugéniste, c'était vouloir que les gens soient heureux en ayant des enfants de qualité. Se sont un peu reconvertis, ont mis un bémol, sauf certains qui ont continué aux États-Unis ou en France ou ailleurs, qui ont continué à penser que c'était une priorité médicale que d'améliorer l'espèce. Là-dessus est arrivé d'abord l'insémination artificielle, qui existait depuis longtemps, mais qui n'était pas vraiment pratiquée parce qu'on ne savait pas congeler le sperme. Quand on a su le congeler, dans les années 70, sont nées en France les sécos, les banques de sperme. Et à ce moment-là, on a pu donc sélectionner des donneurs de sperme qui convenaient pour des femmes dont le conjoint était stérile. Donc remplacer le donneur par une insémination. Étant donné que les règles éthiques que se sont données les sécos, c'était surtout l'anonymat du donneur, bon, il y a la gratuité, il y a d'autres choses, mais l'anonymat du donneur, ils deviennent donc responsables de l'homme qu'ils vont recruter pour remplacer le mari. Et à ce moment-là, ils ont pris des précautions. Alors la génétique était balbutiante, mais sur des enquêtes, ils s'arrangeaient pour avoir un homme qui soit plutôt, qui risque pas de transmettre une tare à la famille. On voit que c'était le renouveau de l'eugénisme dans les temps modernes. Puis est arrivée la fécondation in vitro. Et la fécondation in vitro, contrairement à toutes les autres pratiques, elle intervient sur l'embryon, mais elle intervient sur de nombreux embryons. Actuellement, en moyenne 5 ou 6 par fécondation, pour le même couple, le même jour. Or, on peut choisir l'embryon, ce qui est très différent de l'avortement provoqué avec l'interruption médicale de grossesse, d'abord qui intervient pendant la grossesse, donc un moment quand même sensible, c'est quelque chose de très pénible évidemment pour la femme, et même éthiquement, psychologiquement difficilement supportable. Là, c'est simplement des petits paquets de cellules, et la grande différence aussi, c'est qu'il y en a plusieurs. Donc de toute façon, on va établir la grossesse, à condition que ça marche bien sûr, mais on va tenter d'établir la grossesse, mais avec le meilleur embryon. Alors pour le moment en France, c'est assez contrôlé parce que on ne peut le faire que si le couple lui-même a un risque de transmettre une pathologie particulièrement grave, dit la loi, ce qui ne veut rien dire du tout. Par exemple, en Angleterre, on considère que le strabisme, le fait de loucher, est particulièrement grave et on fait des fécondations in vitro pour les gens qui louchent parce qu'on peut les repérer génétiquement dans l'œuf et éliminer les embryons. Donc vous voyez que le chemin se fait dans des pays très civilisés et très proches de nous. Et ça amène donc déjà un développement de la fécondation in vitro dans le but
dans le but de faire un enfant contrôlé, labellisé, on pourrait dire. Mais il va y avoir des nouvelles techniques qui se développent, et ça, c'est le point, je crois, fondamental, qui se développent actuellement dans des laboratoires en Corée, au Japon, à partir de l'idée des cellules souches reprogrammées, qu'on valut un prix Nobel à un Japonais. Et ces cellules, quand on les, cellules de la peau, n'importe laquelle, on peut la reprogrammer en cellules de foie, cellules nerveuses. Et soudainement, là, il y a très peu de temps, il y a 2 ans, des équipes asiatiques ont montré qu'on pouvait aussi reprogrammer ces cellules-là en gamètes, c'est-à-dire en spermatozoïdes ou en ovules. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore achevé. Ils travaillent sur la souris, mais ils sont en train d'avancer assez vite. C'est un truc qui va bouleverser, une véritable révolution. Parce qu'à ce moment-là, il faut comprendre, et je terminerai là-dessus, il faut comprendre que si on prélève un peu de peau à une dame. Bon, pour un homme, c'est peut-être pas nécessaire parce qu'on produit en excès les spermatozoïdes, tant que les pollutions ne nous ont pas réduit à la stérilité. Ça va tenir encore quelques dizaines d'années. Mais pour les femmes, on peut prendre, y compris sur une femme ménopausée, bien sûr, on peut prendre un petit morceau de peau et le traiter en laboratoire de façon à obtenir des ovules. Ce que je dis bien, on ne sait pas encore faire complètement, hein, mais ça avance. Et à ce moment-là, dans le prélèvement de peau, s'il y a 1 millier de cellules, on obtiendra, même si ça marche très mal, 50 ovules. Enfin, très facilement. Donc, autant d'embryons, parce que la fécondation n'est pas un problème, et on aurait 50, 100, peut-être des centaines d'embryons, le même jour, dont on pourrait discriminer différents paramètres, à la demande du couple ou à l'incitation du corps médical, je pense. Donc je crois que quand on aura ça, je ne vois pas pourquoi les gens prendront le risque d'avoir un enfant malheureux. D'ailleurs, la propagande leur expliquera qu'ils sont pas sérieux. Des parents doivent être responsables. Donc ils doivent absolument passer par le système, qui, je pense, ne sera pas rendu obligatoire, sauf peut-être au bout d'un moment. Mais on peut très bien amener ça et avoir une majorité de gens qui s'engouffrent là-dedans en disant pourquoi pas. Ce qui n'empêche pas d'avoir une vie sexuelle par ailleurs. Mais le jour où on fait un enfant, on est sérieux. On ne fait pas un enfant dans un lit comme faisaient les sauvages, que nous sommes encore. Et je pense que ça, c'est l'affaire de très peu de temps, de, je sais pas, 10, 20, 30 ans. Et qu'avant la fin du siècle, c'est ce que je dis, les gens ne feront plus des enfants par sexualité, sauf quelques écologistes arriérés dont on se moquera et qu'on mettra peut-être en prison. Et tout ça pour des raisons de santé. C'est la santé qui va être le critère. Alors, ça commence par la santé. Mais il ne faut pas être dupe. Actuellement, il y a beaucoup d'équipes, en particulier américaines, qui travaillent sur des maladies mentales, sur la schizophrénie, un tas de choses, où ils cherchent des gènes, tout ça, ça va servir, mais aussi sur l'intelligence. Ils prétendent trouver des gènes de quotient intellectuel. Enfin, quand on a ces gènes-là, on a un meilleur QI. Donc, dans tous les sens, ça avance. On peut imaginer que tous ces critères-là, chaque fois qu'on aura trouvé une relation génétique, je ne dis pas qu'on ne va jamais trouver un gène de l'intelligence ou un gène de la schizophrénie. Aujourd'hui, on a trouvé des gènes de pathologie pour les pathologies qu'on appelle monogéniques, c'est-à-dire un seul gène contrôle la maladie, comme la myopathie, la mucoviscidose. Bon, il y a une mutation, ça fait la maladie, c'est carré. Mais la plupart des caractères humains, positifs ou négatifs, ils ont une part génétique, certainement, ils n'ont pas que ça, mais ils ont une part. Mais cette part génétique, elle peut faire intervenir des milliers de gènes, mais certains peut-être avec une prépondérance. Or, il suffira d'examiner le génome, et même si on ne comprend pas comment tout ça marche, comment on passe de ces gènes-là à ce caractère-là, on aura un rapport statistique, une corrélation, qui autorisera à dire vous avez 52,3% de chances d'avoir un enfant schizophrène, et on pourra tout mettre dans les boîtes informatiques, et je pense que donc on va dépasser ce qui est de la santé elle-même, donc avec des critères complètement subjectifs, arbitraires forcément, et fabriquer c'est vraiment une fabrique de l'enfant, avec en plus le fait que comme tout le monde choisira la même chose, qui va demander un enfant avec le diabète, avec des pathologies variées, tout le monde voudra un enfant sain, de qualité, et si possible supérieur à la normale. C'est évident, tous les parents souhaitent ça. Donc on va s'orienter partout dans la fabrication de l'enfant conforme à une espèce d'idéal social, et assez arbitraire, je l'ai dit, mais qui sera le même partout, y compris dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'on va vers une réduction de la diversité humaine, vers un modèle conforme, ce qui est une absurdité biologique, en dehors du fait que socialement, ça devrait poser d'énormes problèmes.